Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Cet épisode est le premier d'une série de 5 conversations enregistrées avec 5 personnalités choisies pour leurs engagements dans la mode responsable. Ce projet a été imaginé en collaboration avec Purpose Climate Lab, une organisation à impact social qui soutient les initiatives faisant avancer la lutte pour un monde plus juste et plus durable. À la fin de chaque épisode, mes invités listeront leurs marques éthiques coup de cœur, des marques qu'elles jugent transparentes et engagées pour une mode plus humaine et plus écologique. D'ailleurs, après avoir écouté cette conversation, nous vous invitons à partager avec nous sur les réseaux sociaux vos marques de mode responsable préférées. Toutes ces marques seront ensuite réunies dans une lettre ouverte que vous pourrez signer et que nous enverrons aux médias et au gouvernement. C'est une façon pour nous de soutenir ces projets durables et d'appeler le gouvernement à agir encore plus pour encourager une transformation profonde de l'industrie textile. Allez, c'est parti. Et pour ce premier épisode, je reçois Fanny, la fondatrice de la page Instagram The Greenimalist, une page dédiée à la mode responsable et qui donne les clés pour comprendre ce qui se cache derrière nos vêtements. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fanny, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir ici sur le podcast pour ce projet. Alors pour commencer avec cette première question, j'aimerais qu'on remonte un petit peu en arrière et que tu nous parles de ton enfance, parce que j'ai vu que dans une interview, tu racontais que tu as reçu une éducation assez engagée. Tout à fait. Déjà, bonjour à tous et merci Chloé de m'avoir invitée dans cet épisode. Avec plaisir. Je suis ravie d'échanger avec toi. Donc, par rapport à mon enfance, effectivement, j'ai une éducation assez particulière. Alors, j'ai grandi à Paris, en région parisienne, dans un milieu très urbain, donc éloigné de la nature, coupé de la nature, ce qui nous a pas empêché de recevoir une éducation sensibilisée et consciente des problématiques écologiques qui se jouent déjà depuis plusieurs décennies, donc pendant notre enfance. Donc ma maman est japonaise, elle a toujours été sensible aux problématiques nucléaires de manière élargie. Alors c'est très particulier, je pense qu'elle a, même si on ne vient pas de cette région, elle a été très touchée par les épisodes qui ont été les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, qui ont quand même fait 200 000 morts. C'est la première fois qu'on employait la bombe nucléaire sur des civils. On vient de fêter les 75 ans. En fait, elle œuvrait au sein d'une association pour le souvenir de ces bombardements, qui œuvrait pour la paix. Donc, ils intervenaient dans les écoles et aussi faisaient venir en France des survivants. Donc, elle a toujours été, ça a toujours fait partie de mon enfance. Donc, je vous raconte pas quand Fukushima est arrivé, parce que alors là, ça a été l'apothéose et ça m'a énormément marqué. Et donc, maman a toujours fait très attention à ce qu'on consommait, parce qu'il y a eu Tchernobyl en 86, donc j'étais toute petite, mais pendant plusieurs années, on n'a pas consommé d'aliments qui venaient du sol, qui poussaient sur le sol et qui venaient de l'Est. Elle avait des informations sporadiques, on n'était pas aussi informés qu'aujourd'hui. Et pourtant, le bon sens, elle a essayé de trouver le maximum d'informations parce qu'elle avait des enfants en bas âge et qu'elle ne voulait pas qu'on soit contaminé. Donc, déjà enfant, elle regardait la provenance du lait, ça allait assez loin. Et parce qu'elle est comme ça, elle faisait toujours très, très attention à ce qu'on consommait. Ça a toujours été une consommation réfléchie, qui questionne et très, très consciente. Elle était abonnée à 60 millions de consommateurs et Que Choisir. Donc, j'ai eu accès à ces revues-là très jeune et ça m'a toujours passionnée. Et c'est là où j'ai vraiment pris le goût de l'interrogation, de ma curiosité pour les modes de consommation. Ça remonte
très très loin. Ah ouais, très jeune, c'est génial. Très jeune, et je pense que si j'ai fait du droit, parce que je suis juriste aujourd'hui, ça a été une première graine de planter pour connaître nos droits en tant que consommateurs, et parce que il y a finalement avec Tchernobyl, on nous cachait des choses, nous, en tant que consommateurs, et moi j'ai toujours vécu avec ce doute et ces questionnements. Donc même on faisait les manifestations anti-nucléaires pour les fermetures des centrales. Enfin, ça a outré mes grands-parents qui étaient plutôt bien pensants. Ouais, Voilà. Donc un engagement très fort dès le début, quoi. Très fort Ok. depuis toujours. Je me souviens aussi des trous de la couche d'ozone. On faisait super attention aux aérosols. Enfin, c'est des choses, en fait, on se rend pas compte, mais on a toujours un petit peu vécu avec ça, ces problèmes. sans vraiment. Enfin, ça a pris une ampleur. Plus d'ampleur, plus ça va et plus ça prend d'ampleur. Mais finalement, on a tous vécu avec ces problématiques de loin qui se sont rapprochées. Sauf que moi, ça a été prêt tout de suite. Donc, on a eu une alimentation basée sur le bon sens, des matières premières de saison, des circuits courts. C'était vraiment Tchernobyl le détonateur à la maison. Et les moins transformés possibles. Quant à mon père, lui aussi très sensible, il est architecte et il a même enseigné l'architecture durable en 3e cycle en école d'architecture. Donc voilà, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu qui questionne et qui se pose des questions. Ok. Voilà, enfin. Ah, c'est passionnant, c'est génial. Et alors aujourd'hui, comment tu transmets ces mêmes valeurs à tes enfants? Alors, plus ça va... Vaste question. On pourrait y passer des heures. Plus ça va et moins ça va en termes de pression de l'homme sur son environnement. Après, c'est très compliqué parce que moi, j'ai grandi quand même dans un milieu avec assez dogmatique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant l'adolescence? Je me suis ruée sur les Haribo, sur la nourriture complètement processée. Et c'est pas fini. Moi, j'ai encore des regains parce que j'ai eu une enfance graine et... Mais c'est pas évident, regarde, on est chez moi et derrière il y a un pot de bonbons avec des Haribo dedans. Enfin, ça pourrait être chez moi parce que j'ai des rechutes et puis bon, enfin, faut être conscient de ce qu'on fait en fait. Exactement. Faut le savoir. C'est voilà. ça. Ouais. Et donc c'est vrai que ça a été une enfance très engagée et puis avec des actes alignés avec des valeurs et des croyances. Mais enfin c'était compliqué de recevoir ça aussi. Je me suis rebellée contre ça. Puis j'y reviens, la preuve, sinon je serais pas, on serait pas autour de cette table. Mais voilà, c'est avec des hauts et des bas parce qu'on est qu'humain. Il faut pas être trop dur avec soi. Moi, je vis avec ça depuis toujours en fait. J'ai vécu en Allemagne aussi après, pendant mes études. Je devais trier mes ordures, je devais ramener à la consigne mes bouteilles. Donc très tôt, puis même j'avais accès à une offre bio et locale bien avant ici. Et c'est vrai qu'il y a toujours le poids. En fait, moi, le poids de la culpabilité et de bien faire, il est là depuis toujours. Ouais. Et donc tes enfants là aujourd'hui, ils ont quel âge? Alors mes enfants sont petits, ils ont 4 et 1 an. Ok. Alors donc peut-être fait, plus difficile. Ça commence parce qu'en fait l'éducation c'est quelque chose d'holistique qui se fait à chaque seconde de leur vie. Plus généralement, moi j'essaie vraiment à ce qu'ils s'interrogent sur leur rapport de eux par rapport au monde et leur responsabilité dans ce monde. Et tout acte a des conséquences vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de l'environnement. Et j'essaie de leur ouvrir les yeux sans être culpabilisante, mais j'essaie vraiment de leur expliquer et pourquoi on fait comme ça et surtout montrer l'exemple. Mais s'ils veulent des Haribo, ils auront des Haribo. Franchement, là, je vais organiser l'anniversaire de mon fils, il y aura du plastique. Enfin, voilà. Enfin, parce que sinon, je vais le frustrer comme moi j'ai été frustrée. Et c'est compliqué, hein. Ouais, c'est un équilibre à trouver. Et puis, comme tu le disais, c'est du bon sens aussi, hein. C'est du bon sens. Et en fait, déjà, faut leur inculquer une boussole. Ils feront leur propre choix, mais vraiment leur donner le sens des responsabilités et leur expliquer le monde dans lequel on est. Enfin, nous, on vit dans un quartier qui est vraiment qui est un carrefour entre un quartier très bourgeois et un quartier très populaire. Ils ont déjà été confrontés à la misère sociale, à la violence sociale, avec des scènes de rue dures pour les enfants de leur âge. On essaie de leur expliquer, voilà, la chance qu'on a, qu'il faut aussi aider.
ces gens-là voilà, enfin, ils n'ont pas forcément eu la famille, les moyens, l'environnement, et que c'est 10 fois plus dur pour eux, et qu'ils sont très courageux, et que voilà, et qu'il faut s'engager. Moi, mon fils, il a 4 ans, alors il répète, hein, pour vous dire à quel point peut-être l'éducation est très forte. Il me dit, moi, plus tard, je serai avocat pour défendre la planète et les gens. On verra ce qu'il fera. J'espère voilà, que tous les possibles vont être ouverts à lui, mais en tout cas, je veux qu'il soit responsabilisé. Ok, ouais, c'est top. Et pour parler un petit peu de l'industrie textile aussi, le sujet qui nous intéresse ici dans ce podcast. Non, mais c'est passionnant. Et on pourrait en parler des heures sur l'éducation des enfants, des nouvelles générations. Mais toi, à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile ? Alors déjà, avec mes revues d'associations de consommateurs, ça fait des années en fait qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de transparence. Et puis aussi, sporadiquement, il y a des épisodes où il y a des vêtements qui causent des allergies ou des brûlures, des chaussures qui causent des brûlures à cause des traitements. Donc déjà, je me disais, oh là là, malheureusement, j'en sais pas autant sur mon vêtement que sur mon steak. Puisque les obligations de traçabilité, on en reviendra, sont pas du tout les mêmes. Et en fait, le détonateur, comme pour beaucoup, ça a été l'effondrement du Rana Plaza en 2013, qui a mis en exergue et qui a révélé au grand public les coulisses très sombres d'un secteur. En plus, voilà, qui se veut irréprochable, glamour, qui a une image une image quand même à conserver. Et donc, voilà, comme pour beaucoup, ça a été le détonateur, et aussi parce que à ce moment-là, les informations devenaient de plus en plus disponibles. On en parlait tout à l'heure, on parle des fondateurs de Fashion Revolution qui ont vraiment lancé quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, nous, consommateurs, on a voulu plus en savoir. L'offre n'était pas forcément au rendez-vous. Parce qu'il y a 7 ans... C'est sûr qu'en 2013... il y avait vraiment pas grand-chose, hein. Donc déjà, c'était bon sens. Ouais, pas forcément évident. Et du coup, tu as commencé par quoi quand tu as eu cette prise de conscience et tu as voulu changer? Est-ce que tu te souviens à l'époque comment ça s'est passé? Comme beaucoup, j'étais une fast fashion victime. On est pile poil dans ces générations-là. Puis j'en ai eu marre de pas savoir comment mon vêtement était fait et subir une situation absurde. J'ai acheté le samedi après-midi. Je faisais mes sessions shopping avec ma sœur et j'accumulais et je savais plus quoi me mettre. Et je portais pas forcément, enfin très symptomatique, je savais plus quoi mettre, je savais pas vraiment ce qui m'allait. J'avais des vêtements de qualité moindre pour pas très cher, donc ça m'incitait à acheter sans cesse. Il y avait des nouvelles tendances. Je regardais beaucoup la presse féminine à l'époque, beaucoup de collections, des promos à l'infini. Enfin, on a toutes eu le tournis à un moment. Bien sûr. En plus, on est la génération de la fast fashion. On est pile poil, quoi. Ouais. En fait, on n'a jamais été éduqués. On s'est gavé de choses sans prendre de recul. En fait, ce que j'aimais pas, c'était de subir et de pas comprendre. Donc ça, j'aime pas du tout. C'est vraiment dans mon tempérament. Et quand j'essayais d'avoir des informations, il y en avait pas ou très peu. Donc finalement, en 2013, ça a été déjà changer mes habitudes de consommation. Alors c'est facile sur le papier, mais moins consommer, c'est très dur. C'est comme d'être drogué et de se désintoxiquer. Très clairement, ça prend beaucoup d'années, ça prend du temps. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut être très humain, très tolérant avec soi et d'ailleurs avec les autres aussi. Et donc déjà, ça a été bon sens, essayer de freiner mes achats. D'acheter ce qui me va, mais je savais pas ce qui m'allait parce que j'avais tellement été abreuvée par les tendances et tout. J'avais perdu ma boussole. Enfin, j'avais jamais eu ma boussole. Ouais. Donc c'est compliqué. Hein. C'est clair. Depuis le moment où ma mère m'habillait, où j'étais lâchée dans les magasins avec mon libre arbitre, j'achetais n'importe quoi. Ouais. Donc c'est aussi c'est une démarche qui va avec mieux se connaître soi-même. C'est très long. Ouais. C'est très profond. Donc c'est encore en cours, quoi. Ce sera toute ma vie en cours, parce que voilà, enfin, on est humain. Moi, j'y crois pas. Enfin, j'y crois. Ou alors, vraiment, j'aimerais voir ça au quotidien, les gens qui sont irréprochables, parce que, enfin, je suis hyper admirative. Je sais pas faire.
Je sais pas. Ah, moi non plus, je sais pas faire. On n'est pas parfait et clairement, c'est un apprentissage de tous les jours. Et donc, pour revenir sur donc 2013, donc ça c'est l'époque toi où tu réalises tout ça, ce côté j'ai trop de vêtements, mais en fait je suis complètement voilà, je sais pas quoi faire de ça. Et qu'est-ce que t'as fait alors? T'as commencé par trier ton placard. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il n'y avait pas Marie Kondo tout ça, mais déjà j'ai essayé de ralentir les achats et aussi je me suis vite rendu compte que je portais toujours la même chose en fait. Donc me concentrer sur les pièces que j'aimais, après qui m'allaient, parce que ça c'est un long apprentissage. Et puis comme il n'y avait pas forcément une offre très étoffée en matière de mode éco-responsable, je me suis tournée vers des belles matières qui duraient longtemps. Le bon sens, encore une fois. En fait, j'ai dû apprendre à avoir du bon sens. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, quel regard tu portes un peu sur l'industrie textile et sur cette mode qu'on appelle éco-responsable, plus responsable, éthique? Alors, il y a à boire et à manger. Déjà, il y a un réveil des consciences au niveau d'une partie des consommateurs, donc ça, c'est très favorable. Et faut voir, alors par rapport à ce besoin, faut voir ce qu'il y a en face en termes d'offres. Quand on parle en termes de fast fashion, on tombe vite dans le greenwashing. Alors, pour préparer cet entretien, je suis allée chez Zara. Ça faisait 5 ans que j'avais pas mis les pieds chez Zara. Étude de terrain, en plus, j'aime bien. Étude de terrain. Alors, il y avait forcément quelques jolies pièces très désirables, mais il y avait beaucoup de choses que je voyais tourner sur Instagram, avec des matières qui étaient pas très qualitative, beaucoup de matières synthétiques évidemment, avec des prix très bas, je vous apprends rien, une qualité, j'ai été vraiment un peu dégoûtée ou touchée par la qualité parce que je préfère acheter de seconde main si j'ai pas le budget, mais je préfère vraiment avoir un truc qui va me durer dans le temps et que je vais porter. Et puis surtout, j'ai vu quelques engagements affichés, des engagements éco-responsables. Alors chez Zara, c'est la campagne Join Life. Je suis même allée regarder sur Internet, évidemment. Et en boutique, et in fine, j'ai retrouvé quelques pièces en lyocell, mais je ne sais pas dans quelles conditions elles ont été fabriquées. Idem pour le lin qui avait été, c'est un effet de mode, qui avait été mis en avant cet été, mais idem, je sais pas si, certes le lin vient d'Europe, mais où est-ce qu'il a été filé? Est-ce qu'il il est retourné en Chine pour faire un aller-retour? Je n'en sais rien. Donc, ce sont des démarches de communication et de marketing qui, en tout cas, peut-être sont abouties, mais nous, on n'a pas accès à ces informations. Et c'est là où on se rend compte à quel point les consommateurs et consommatrices peuvent être dupés, parce que toi, tu es au courant de tout ça. Tu te renseignes sur ces sujets. Tu es quelqu'un d'hyper éduqué sur tout ça. Et même toi, t'arrives pas à trouver l'info, Donc on se dit en fait. Le parti pris, c'est si j'ai pas l'information, c'est que il y en a pas. Ouais, on me cache quelque chose. Et c'est le réflexe de tout le monde. Alors ça, c'est le côté négatif. Mais après, à côté de ça, il y a de plus en plus de marques, de petites marques très engagées, jeunes, qui veulent vraiment bien faire, qui ont plein d'énergie, qui inventent des nouveaux modèles, vraiment. Et pour moi, ça c'est l'avenir. Et en fait, je l'ai vu aussi pendant le Covid parce que c'est des marques. Je pense à Réunis ou à Mister K qui travaillent sur, qui produisent sur la précommande. Donc il y a zéro gâchis. Ouais, on produit que ce qu'on nous a commandé en fait. Voilà. Donc il n'y a pas de stock. Avec en plus une transparence sur tout le sourcing, la matière, la confection, même parfois même le transport. Donc ça, je trouve ça génial et vraiment sincère parce que c'est des marques que j'ai interrogées et qui m'ont tout de suite apporté des réponses en affichant clairement leurs limites. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et donc, qui inventent des nouveaux modèles et qui ont lancé même pendant le confinement et post-confinement des collections ou des pièces qui ont super bien marché. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un accueil très favorable, que les gens sont capables d'attendre, de faire de la précommande et d'attendre plusieurs semaines avant de recevoir un habit. Et ça, c'est extrêmement positif. Ouais, c'est encourageant. C'est très encourageant et pour moi, c'est l'avenir de la mode et ça redore le blason de la mode. Ouais, ça compense un peu le côté négatif et le greenwashing des marques de fast fashion. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, je suis persuadée que tout vient du consommateur.
de nous parce qu'on a besoin de savoir, parce que voilà, c'est dans l'air du temps. J'espère que ça va devenir pérenne. Et parce qu'on veut savoir ce qu'on met, on est prêt aussi à acheter moins. Il y a des chiffres qui le montrent. On a acheté moins, puis parce qu'aussi c'est une réalité économique, on va pas se voiler la face. Et puis aussi, on porte du second main. Enfin voilà, il y a toute une réflexion parce qu'on en a marre. Et ça, je trouve que c'est ultra positif. Ouais. Et en espérant que ça fasse changer justement toutes ces marques de fast fashion, parce que elles vont pas disparaître et il va falloir composer avec elles et les pousser à changer. Donc c'est vrai qu'on se dit, si elles peuvent suivre ce mouvement, ce serait quand même bien, quoi. Et n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à les interpeller directement sur leur page. Alors, une fois par an, il y a la Fashion Revolution Week. Exactement, au moment où on les interpelle pour demander dans quelles conditions les vêtements ont été faits. C'est la semaine du... c'est en avril, autour du 24, justement, le moment où il y a eu l'effondrement du Rana Plaza. N'hésitez pas, mais même toute l'année, moi je le fais très très régulièrement parce que j'achète sur Vinted comme tout le monde des marques de fast fashion parce que j'ai pas forcément les moyens ou j'ai pas forcément l'idée ou voilà, et surtout pour mes enfants, et je les exhorte et je les interpelle et je veux savoir. Donc n'hésitez pas, plus on est nombreux et plus ça aura un impact. Ouais, parce qu'ils ont vraiment très peur du bad buzz et d'avoir une mauvaise presse, de la mauvaise communication. Donc c'est vrai que ça marche énormément quand il y a de la pression de la part du consommateur et de la consommatrice sur ces marques-là. Ouais, et clairement. Ça vient de nous, en fait. Ouais. Ça vient vraiment de nous. Et sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup plus mal qu'ailleurs. Ouais, ça fait du bruit. Beaucoup plus d'impact que d'acheter ou pas acheter. Ouais, je suis d'accord. Et pour parler aussi un petit peu de toi et de ce que tu fais aujourd'hui, donc tu as le compte The Greenimalist sur Instagram, que j'invite tout le monde à aller suivre. Et je me demandais comment est née l'envie de créer cette communauté. Alors, en fait, il n'y a jamais eu d'envie de créer une communauté parce que tout a été très empirique. Moi, j'ai une copine qui est photographe, qui est anglo-polonaise, qui s'appelle Agatha et que je salue. Mais elle parle pas français, donc en tout cas, voilà. Elle aura entendu son nom. Je pense très fort à elle. Et elle m'a dit, mais tu fais tout le temps des photos de plats, parce que j'adore manger, j'adore les belles choses. Mais tu devrais avoir un compte Instagram. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais bien créer quelque chose pour véhiculer l'information. Mais déjà, rien qu'aux copines, parce qu'elles me disaient, ça fait déjà un petit bout de temps que tu t'habilles différemment. Est-ce que tu peux me donner des idées? Donc, au début, je prenais des photos, mais sans ma tête, avec mon téléphone. Enfin, c'était complètement artisanal et puis, totalement, empirique. Je savais même pas, moi, j'ai su très tard comment faire une story, c'était il y a même pas 2 ans. Donc le compte a presque 3 ans. C'est gravissime. Et donc voilà. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens à un moment, ça a débordé le cadre des copines. Puis je me suis dit qu'est-ce qui se passe mais vraiment. Puis je fais tiens. Et c'est au moment où j'ai commencé plus à demander, vraiment à interpeller les gens sur ce qu'ils mettaient, sur ce qu'ils pensaient, à réfléchir ensemble. Et ça, j'ai remarqué que ça marchait vraiment très bien. Et donc, fin 2018, je me suis dit, je vais quand même réfléchir sur ce compte, je peux peut-être en faire quelque chose. Et c'est là, effectivement, je reviens à la question, je me suis dit, je me suis créé une sorte de cahier des charges, déjà esthétique, voilà. Et puis sur la définition du contenu, des textes aussi. Et puis, je voulais surtout proposer un lieu d'échange. Parce que la particularité, c'est que comme j'ai un métier que j'adore par ailleurs à côté, je ne vis pas de ma page Instagram, c'est pas une nécessité. Et donc, je ne suis pas sponsorisée, j'accepte très rarement les cadeaux, c'est moins de 10% de ce que je porte. Ouais. Donc j'ai pas de compte à rendre, j'ai une liberté voilà, et tout le monde peut aussi partager et donc je voulais que ce soit un lieu d'échange parce que même moi toute seule dans ma démarche depuis plusieurs années, je tournais un peu en rond et ça me faisait du bien de partager et d'avoir de pas être toute seule quoi, de faire partie d'un tout. Et puis là bingo parce que en fait quand je poste des choses, il faut pas lire ce que je poste, il faut lire les commentaires.
parce que c'est d'une richesse. Il y a des idées. Je pense que, si les jeunes marques engagées nous écoutent, allez regarder les commentaires parce que les personnes qui me suivent sont géniales. Elles sont parfois beaucoup plus alertes que moi. Elles ont des super bonnes idées. Il y a une liberté de ton en fait. Il y a jamais eu. J'ai jamais eu un truc négatif, pas constructif. Voilà. Ouais. Et en fait, j'espère que voilà, la communauté et les autres personnes s'en servent un peu comme une plateforme d'information. C'était vraiment le but du jeu. Pas de me prendre en photo, ça je vous le dis clairement, c'est pas du tout ça. Si je pouvais éviter, je pouvais poster que du texte, ça m'irait vraiment très très bien. Mais ça se sent que de toute façon c'est un lieu d'information, d'échange. Moi je trouve quand on voit ton compte, ouais. Ça fait plaisir. Et tu transmets pas mal de chiffres, d'informations clés et tout, donc c'est hyper important et hyper enrichissant. Et oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de commentaires à chaque fois et qui vont compléter ce que tu dis, donc c'est hyper intéressant. Et comment tu choisis du coup les marques, les démarches que tu vas mettre en avant sur ce compte-là? Tu le disais, tu es complètement indépendante, donc ça c'est une richesse assez incroyable aujourd'hui sur Instagram. Mais comment toi tu les choisis? Alors, il faut savoir que je passe moins d'1 heure par jour sur le compte parce que j'ai besoin de trouver un équilibre. Instagram fait partie d'autres choses dans ma vie et tout ça c'est un tout, c'est un tout global et il faut que j'y trouve mon équilibre. Donc quand j'y passe trop de temps, je me sens pas bien parce que voilà, j'ai mes enfants, ma famille, ton métier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. La nature, la randonnée, enfin j'ai plein de passions qui sont pas du tout en plus affichées sur mon compte. Et donc en fait, je suis pas très réfléchie, c'est très instinctif pour le choix, c'est des coups de cœur, mais après je pense que le premier détonateur c'est le visuel, c'est si j'aime les pièces, il faut vraiment, parce que voilà, on parle avant tout de mode. Il faut que ça me plaise. Et une fois que ça me plaît, je vais aller regarder des choses plus techniques. Donc, je vais voir si les pièces ont été fabriquées dans le respect des lois sociales et dans les bonnes conditions de travail. Ça, c'est très important. Les fibres aussi avec un impact environnemental moindre. J'essaie de bannir les fibres synthétiques ou si j'en ai, puisqu'elles libèrent des microplastiques à chaque fois qu'elles sont lavées. Donc, c'est une pollution invisible qui est malheureusement dramatique. Puisque ces microplastiques, c'est vraiment des tout petits morceaux de plastique qui sont après libérés dans les eaux usées, qui ne sont pas filtrés, et après qui se retrouvent dans la nature et qui sont ingérés par la faune, par les poissons qu'on mange. Et après, là, on a la boucle est bouclée. Et donc, les poissons. Et du coup, on se retrouve avec le microplastique en nous. Exactement. Voilà. Même si on en ingère par ailleurs dans notre quotidien, puisque tout est quasiment emballé dans du plastique. Donc, c'est dramatique. Donc, attention aux fibres non naturelles qui libèrent. Et donc, vous pouvez éviter la propagation, enfin la limiter, pas complètement limiter, en lavant les vêtements dans un sac, dans un Goopy Friend, même s'ils sont en plastique. Donc, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais on n'a pas trouvé mieux. Et en limitant le lavage des pièces, on n'a pas besoin de laver les pièces tous les jours. Enfin, et pas chaud. Pas chaud. Ouais. Voilà. Avec des tours de machine limitées aussi. À la main aussi, quand c'est possible. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc il y a des astuces comme ça pour essayer de limiter au maximum la libération de ces fibres. C'est pas évident parce que c'est vrai qu'on en trouve partout, le polyester dans l'industrie textile. Puis maintenant c'est mélangé. J'ai vu beaucoup de cette saison là, cet été, de viscose et de lin. Je trouve ça horrible. En plus, c'est des fibres qui n'arrivent pas à être recyclées. Donc quand il y a mélange, c'est très compliqué. Voilà, on peut pas séparer les fibres. Donc c'est gâché. En fait, c'est une matière gâchée. Et mine de rien, une matière gâchée, c'est la terre impactée à chaque fois. Enfin, donc. Des fibres avec un impact environnemental moindre, des fibres naturelles. Attention au coton aussi, puisque le coton, oui, c'est naturel, mais ça consomme énormément d'eau, beaucoup de pesticides. C'est dramatique quand on va dans certains... je me souviens plus du nom de cette région dans l'Inde, là où une grosse partie du coton est fabriquée. Quand on va aussi en Chine, enfin bon... Il y a vraiment un drame écologique et humain derrière le coton conventionnel. Je vais pas développer parce que là aussi, ça beaucoup de choses. Même on s'est rendu compte que par rapport aux Ouïghours, beaucoup de vêtements en coton étaient fabriqués par cette minorité musulmane qui est torturée et mise en esclavage par le régime chinois. Donc, tant dans les champs de coton que dans les usines de fabrication, donc au stade de la confection.
c'est dramatique. C'est du coton de l'esclavage. Voilà. Donc, le coton, voilà, c'est s'il y a coton, privilégier les fibres bio certifiées, donc qui sont tracées et qui sont auditées par un tiers, hein, pas par la marque, parce que sinon ça vaut pas grand-chose. On peut pas être jugé partout. Et donc le lin, c'est pas mal aussi. Moi j'aime beaucoup le lin. Voilà. Même je vais essayer de faire plus de sujets sur le lin porté en hiver parce qu'on l'associe à l'été, alors que c'est une fibre incroyable l'hiver qui nous garde au chaud. Qui peut être très belle aussi. Donc, il faut aussi réinventer le lin. Et en plus, il y a des projets parce que le lin, en fait, la plupart de la production mondiale est fabriquée... les champs de lin, sont en France, en Normandie, en Belgique. Et malheureusement, il est filé à l'étranger puisque nous n'avons plus ce savoir-faire. Donc, il est filé au plus proche en Pologne et puis sinon, la plupart du temps en Chine. Hein. Donc, il fait le lin, vos vêtements en lin conventionnels, ils font des allers-retours pas possibles. Et donc, il y a un projet pour réintégrer la filature en France. Donc, j'espère qu'on va pouvoir réintégrer tout. J'espère aussi, ouais. Toutes les opérations ici en local. Et le lin, c'est une très très belle matière. Donc voilà, des fibres naturelles. Je perds mon propos. Mais on a compris. Hein, donc sur les droits humains, tu fais attention. Sur les matières, tu fais attention. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres critères ? Les vêtements dénués de substances chimiques et nocives pour la santé. Donc ça, c'est un label. Vous avez le Cotex 100 qui certifie qu'il n'y a pas de substances nocives. Alors c'est un cahier des charges privé, Ecotex, hein, c'est des auditeurs tiers. Il y a aussi GOTS. En fait, quand vous choisissez un vêtement certifié GOTS, ça inclut aussi l'absence de substances nocives pour la santé de celui qui confectionne, qui fabrique, qui confectionne, et celui qui porte. Donc, ça, c'est un label très holistique, très global, qu'on ne trouve pas partout. Et j'encourage toutes les marques qui nous entendent à travailler avec le GOTS. Je sais que c'est pas évident. Il y a énormément de contraintes parce que techniques. Ça coûte cher. Voilà, c'est sûr que c'est pas évident, mais il se développe quand même. Hein, on le voit de plus en plus. C'est bien. Oui, tout à fait. Donc quand même un cahier des charges assez précis sur les marques avec lesquelles tu travailles. C'est ça. Alors après, c'est aussi, j'ai pas un questionnaire et tout doit cocher toutes les cases parce qu'il y a aussi des démarches. D'autres démarches qui sont très intéressantes et je vais pas ne pas les présenter parce que voilà. Mais par contre, quand je fais un descriptif, je décris tout et puis aussi je rajoute un critère dans mes descriptifs, c'est la durabilité parce qu'en général, tous les vêtements que je présente, je les ai déjà portés et lavés pour qu'il y ait un vrai retour consommateur. Ouais, ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai que tu le précises à chaque fois et ça, c'est hyper chouette. Parce que moi, quand j'achète un vêtement, je veux savoir comment il évolue dans le temps. Et j'ai énormément de messages aussi pour savoir comment ça évolue, quelle est ma taille et tout. Moi, je le fais aussi avec toi. Hein, mais je le fais avec plaisir parce que, voilà, autant que ça puisse, autant que ça serve. Et puis aussi, ma communauté interagit en laissant son retour d'expérience. Et ça, c'est génial parce que c'est pas qu'une seule personne. Ouais, non, c'est hyper riche. Et qu'est-ce que ça t'apporte de t'engager via ce compte comme ça au quotidien Alors, c'est du soft power de chez Soft Power. Je pourrais tellement en faire plus parce que aujourd'hui, voilà, j'ai des enfants en bas âge, donc c'est le max de ce que je peux faire aujourd'hui. Mais dans ma volonté, si tu savais tout ce que je voudrais faire, j'imagine, pas toute seule. Donc déjà, en parallèle de ce compte. Je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai un projet avec Morgane de l'association Réseau Éthique, qui est une très belle association dont l'objectif est de promouvoir et de démocratiser, très important, la mode éthique. Très, très important. Vaste sujet aussi, hein, la démocratisation de la mode éthique. Et il y a les membres, je suis membre du conseil d'administration et il y a des membres de cette association qui font des choses absolument incroyables. Voilà, allez découvrir. Il y a plein de membres différents, mais il va y avoir des ateliers, des pop-up pour apprendre à coudre, des lieux d'échange, des marques qui vont présenter aussi des choses. Donc, avec Morgane de l'association Réseau Éthique, nous avons pour projet d'écrire un livre. Donc ça, en fait, déjà félicitations pour ce projet. Merci. Il est vraiment en gestation, ce projet. Mais pour moi, j'ai toujours eu envie d'écrire.
On en parlait, moi aussi. Voilà. Mais je savais pas comment. Et puis toute seule, j'arrive pas parce que c'est d'une solitude infinie. Avec Morgane qui a énormément d'énergie, je pense que là, on a trouvé quelque chose. Donc ça, c'est le plus gros projet. Je pense que waouh, j'ai déjà. Ouais, donc c'est vrai que ce compte du coup t'apporte des rencontres, des envies, des projets. Des rencontres, en fait, ouais. Je t'ai rencontré, des échanges avec des marques, des porteurs de projets, voilà. Et en fait, c'est l'échange humain et ma communauté évidemment, parce que après, j'échange énormément en MP. J'ai eu des hauts et des bas pendant ma grossesse et surtout à la naissance de ma fille il y a pile poil 1 an. Et j'ai eu des femmes formidables qui m'ont envoyé des messages qui n'avaient rien à voir avec la mode éthique, qui m'ont donné des conseils pratiques alors qu'on s'est jamais parlé dans la vie. Mais j'étais tellement... J'ai pleuré, hein, je t'assure, parce que j'étais émue et je pensais pas qu'un réseau social pouvait apporter autant d'humanité, autant d'échanges, autant de richesse. Donc je remercie chaque personne qui me suit et pour tous ces échanges et pas que sur les posts. Ouais, donc c'est vraiment les interactions humaines et vraiment je pensais pas que ça allait... Ouais, quand tu l'as créé, tu pensais pas que ça deviendrait comme ça. Et je sais pas ce que ça va devenir parce qu'in fine, j'aimerais tellement plus m'engager de manière concrète. J'ai des enfants en bas âge là. Pour le moment, c'est eux ma priorité. Mais à terme, moi, j'aimerais m'engager dans l'associatif ou autre chose. Vraiment quelque chose de concret. Voilà. Ouais. Ouais, tu fais déjà beaucoup en diffusant des informations. Enfin, je veux dire, tu fais déjà ta part, la fameuse part du colibri, comme on dit. Ouais, alors le colibri, il aimerait être albatros. Enfin, il aimerait faire tellement de choses, mais bon, c'est un tout petit colibri. Donc il fait c'est comme déjà il ça, peut. c'est déjà ça. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de la période étrange qu'on est en train de vivre, qu'on a vécue. Comment tu vis cette période? Comment tu as vécu le confinement, l'après-confinement? Comment ça s'est passé pour toi? Comme on l'a dit avant, en fait, là, en fait, je pense qu'on a tous survécu. On a essayé de tenir, et là, je suis un peu dans ma torpeur parce que c'est quand même très très lourd. Je rentre de vacances et j'ai mis énormément de temps à rentrer dans mes vacances, à lâcher prise. Très difficile de lâcher prise quand on a cette épée de Damoclès, de savoir comment la maladie va évoluer, sa propagation, etc. Et là, je suis un peu au jour le jour, un peu. J'ai même plus envie de regarder les informations dessus. Je sais pas. J'arrive pas à analyser, à avoir de recul. Je pense que je le ferai plus tard. Je suis une planète lente, hein. Tu sais, je vis un peu comme ça. Et puis après, j'analyse. Je percute pas vite. Donc, je me laisse pour du l'instant, temps. tu je laisse laisses reposer. Du temps. Ouais. Et est-ce que ça a eu un impact sur tes habitudes d'achat? Alors, tu étais déjà ultra consciente, hein, tu avais déjà toute cette démarche-là, mais est-ce que ça a changé quand même ta façon de voir la consommation? Est-ce que tu penses que ça peut aussi changer la société, la façon dont la société va consommer? Alors, j'espère. Alors, personnellement, j'ai déjà eu un cheminement depuis toujours, donc ça n'a pas changé grand-chose individuellement. Par contre, j'espère que collectivement, j'ai l'impression que déjà, on a pu se rendre compte qu'on arrivait à vivre avec peu de choses, qu'on arrivait à se vêtir avec ce qu'on avait déjà. Il y a beaucoup de gens qui ont fait aussi le ménage au sens propre, peut-être figuré, je ne sais rien. Et donc, qui ont eu des démarches personnelles et j'espère qu'ils vont continuer ce qu'ils ont entamé, toutes ces réflexions, parce que c'était... le seul truc positif, c'était une occasion d'avoir un peu d'introspection et de mettre le monde sur pause. Donc ça, on a vu la nature résiliente, on a vu plein de choses très positives et j'espère que ça a semé des graines. Je trouve que ça a semé des graines quand on voit les résultats aux urnes, aux municipales, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de grosses municipalités qui ont été remportées par le parti écologiste. Donc personnellement, je trouve que c'est symptomatique d'un mouvement, d'une réflexion collective. Ouais. Surtout pour les municipales, je trouve que c'est hyper important au niveau des villes, d'agir au niveau de la ville et tout, donc c'est hyper encourageant. Il y a tellement de décisions en fait qui sont prises, et donc tout ça est très positif et j'espère que cet élan va perdurer jusqu'aux prochaines présidentielles. Je pense que oui, parce que là déjà on parle de nouvelles forces politiques.
Voilà, j'espère que c'est une vraie force politique et que cet élan va être pérenne. Et vraiment, dans un monde incertain, je trouve que c'est une énorme lueur d'espoir. Parce que je le dis, en fait, mon compte Instagram, enfin la mode, j'aurais pu vous parler d'alimentation, pu vous parler de plein d'autres choses. Parce que, en fait, moi, mon propos, il est avant tout là. Les petits gestes. C'est super, les petits gestes. Enfin, je suis la première à les promouvoir au quotidien. Je poste tout le temps des trucs sur les petits gestes, donc je ne vais pas les dénigrer. Mais avant tout, si on veut avoir un effet sur le demain, c'est collectivement qu'on va être efficace. Le mode le plus efficace, c'est à l'ancienne, ce sont les urnes. On l'a vu pour les municipales. D'après les experts, en fait, les gestes individuels contribuent à 25% de la baisse de notre empreinte carbone. Et les 75% restants dépendent des États et des entreprises, puisque 90% des entreprises sont à l'origine des 2/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, finalement, si vous pouvez arrêter de faire du compost et si vous votez, ce sera beaucoup plus efficace. Et aussi, je dis ça pour qu'on se déculpabilise et que aussi on réfléchisse. On n'est peut-être pas d'accord avec ce que je dis, vous avez tout à fait le droit, mais au moins qu'il y ait une réflexion et qu'il y a un vrai positionnement. Donc, la mode, ça n'est qu'un prétexte à dire tout ça. En fait. Ouais, et puis c'est hyper sociétal, la mode. Oui. On dit beaucoup de choses quand on s'habille. Donc quand on choisit des vêtements éthique et responsable, on dit aussi beaucoup de choses du monde dans lequel on a envie d'évoluer. Donc, c'est notre enveloppe, les vêtements. Donc, il y a un côté futile, mais pas que. Il y a voilà, enfin... Quand on va porter un t-shirt à message ou voilà. Oui. Enfin, moi, je suis hyper fière aujourd'hui de porter un t-shirt patine. Toi aussi. On a quasiment le même exactement. Mais je veux dire, on dit quelque chose, voilà. Quand on choisit de porter un t-shirt patine plutôt qu'un t-shirt H&M, on dit quelque chose. Exactement. Aux futures générations, au monde dans lequel on a envie d'évoluer. Donc, c'est aussi important. Et puis, voilà, parce que, de toute façon, je pense qu'il faut aussi, de toute façon, il faut vivre en cohérence avec ses convictions. Donc, si on a un quotidien, enfin, je veux dire, je vais pas manger mal et vous dire d'aller voter. Enfin, faut être cohérent. Et quel compte je vais rendre aux gens, quel compte je vais rendre à mes enfants. Enfin, et puis les petits gestes, parce que voilà, je voulais pas les dénigrer parce qu'ils ont une force pédagogique ultra forte. Parce que c'est par l'exemple qu'on convainc aussi dans le temps vis-à-vis de ses proches. C'est très très important. Donc il faut pas les dénigrer. Mais après voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon. Parce qu'on a tendance, surtout nous les femmes, avec, je sais pas, on est prédisposé à une charge mentale assez forte. Il faut pas non plus trop s'en rajouter. Ouais, voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je partage vraiment cet avis-là sur. C'est vrai qu'on. Après, je me dis, ça arrange aussi les entreprises que la charge soit sur le dos du consommateur et pas sur leur dos à elles. T'as tout à fait raison. C'est hyper. On se dit, en même temps, c'est à vous de recycler. Moi, je m'en fous, je fais du plastique, mais si tu recycles pas, c'est toi qui pollue. C'est exactement ça. Peut-être pas quand même. Voilà, on va peut-être revenir au point de départ, mais du coup, ça fait un peu le lien aussi avec ma prochaine question sur est-ce que tu penses que le gouvernement devrait un peu plus s'investir pour contraindre les marques à changer, pour contraindre les marques à devenir plus responsables? Oh que oui. Alors maintenant qu'une fois qu'on a dit oui, pourquoi et comment Exactement, pourquoi et comment? Pourquoi? Parce que alors très rapidement, c'est très macro. Alors on dit que l'industrie textile est extrêmement, c'est une des plus polluantes. Oui, c'est le cas. Alors je peux vous faire la démonstration. J'ai mes notes. Donc vas-y, je t'en prie. Donc les textiles sont la source numéro 1 de microplastiques. On en parlait. Et ça va être, c'est récent. Hein. Moi, quand j'ai commencé toute ma démarche, j'étais pas du tout au courant des microplastiques. Donc je consommais du polyester, voilà. Et quand j'ai su, j'étais des effets sur l'environnement, j'ai été outrée, puis j'ai été surtout révoltée de ne pas avoir eu cette information plus tôt. Parce que c'est un scandale sanitaire mondial, écologique et invisible, donc non tangible. Voilà, donc il faut vraiment... je suis sûre qu'on va avoir des pathologies, des trucs qui vont ressortir à cause de ça, et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Donc... la mode numéro 1 des microplastiques dans les mers et océans, elle émet plus de 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre
par an. C'est le 3e secteur le plus consommateur d'eau au monde. Merci le coton, on en a parlé. Exactement. Donc, au niveau écologique, c'est juste catastrophique. Tout ça poussé par un phénomène d'accélération fast fashion, donc ça va croissant. Et puis, il faut penser mondial parce qu'il y a des zones du monde où les gens ont accès à un pouvoir d'achat de manière très récente. Donc, ce phénomène s'accélère de manière locale. Voilà. Après, au niveau social, on en a parlé, une grande partie de nos vêtements sont fabriqués dans des conditions de travail déplorables et surtout en toute impunité. Genre, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, on a parlé du Rana Plaza. Ça en est la triste démonstration. Mais des Rana Plaza, il y en a plein tous les jours. Pourquoi ? Je pense que le pourquoi, il est assez évident. Et que on le comprend. Et puis, si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes déjà bien sensibilisés. Et puis, alors, aussi, pourquoi de manière un peu plus juridique cette fois-ci ? C'est parce que il n'existe aucune obligation de traçabilité sur nos vêtements. C'est quelque chose que je dis de manière assez récurrente parce que ça en vient à toute la problématique du vote parce que finalement, tout ça, le vêtement devient très politique. Les seules obligations légales pour un vendeur, c'est aujourd'hui. J'ai regardé sur service public avant de venir. Donc, qu'est-ce qu'un vendeur doit faire ? Il doit juste vous indiquer la composition d'un vêtement. C'est pas toujours fait. Donc, le lieu de confection, c'est pas obligatoire. À tel point qu'il y en a qui le mettaient, qui le mettent plus parce que quand Bangladesh, ça fait pas un super effet. Et j'ai vu récemment. Mais là, c'est le comble du cynisme des étiquettes qui disaient dessiné en France ou conçu en France avec amour et fabriqué au Bangladesh. Alors pour moi, ça, c'est le cynisme poussé on est bien d'accord. au plus loin. Enfin, c'est du foutage de gueule. Ouais. C'est du foutage de gueule. Là, vaut mieux rien dire. On met la composition et on se tait, quoi. Donc, aucune obligation de traçabilité. Donc, en gros, vous avez plus d'informations quand vous achetez un steak ou que vous achetez une poire que quand vous achetez un vêtement qui nécessite énormément d'étapes de fabrication, de transformation. Donc, du coup, comme il n'y a pas d'obligation, c'est le boulevard pour faire ce qu'on veut. Et les marques ont toute la latitude qu'elles veulent, sans nous apporter de garantie. Elles peuvent raconter ce qu'elles veulent. Donc, quand on voit coton bio, attention warning, ce qu'on disait, on ne peut pas être jugé parti. Coton bio, peut-être il n'y a que 3% de coton bio dans ton coton, on ne sait pas. Donc, d'où le greenwashing, etc. Et pareil, même coton bio, mais dans quelles conditions de travail le vêtement a été fabriqué. Donc ça, c'est un très, très gros problème. On le ressent tous. On a tous une frustration et d'où tout ce qui se passe en ce moment. Donc le pourquoi, pour moi, il est assez évident. Il n'y a pas que les effets sur l'homme et l'environnement. Il y a aussi un no man's land juridique évident. Alors le comment, Et alors là, grosse question. Alors le comment, je ne suis pas politique, attention, mais c'est un consommateur qui parle. Donc ça, c'est important. De le préciser. Et vous pouvez tout à fait compléter. Et je pense que c'est aussi à chacun individuellement de se poser la question, qu'est-ce qui pourrait être apporté ? Et ça, c'est très, 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 très important. Vous, individuellement, qu'est-ce que vous voudriez voir comme obligatoire quand vous achetez un vêtement ? Par exemple, quand vous êtes une jeune maman, vous voulez peut-être savoir s'il y a des substances toxiques ou pas dans le vêtement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas obligé. Attention, aucune mention. Est-ce que vous voulez que ce soit obligatoire ? Oui, non. Donc, individuellement, posez-vous la question. Alors, je me suis prêtée à l'exercice, puisque... voilà. Donc, obligation de traçabilité intégrale, à l'instar de ce qui est appliqué dans l'alimentation. On est dans un monde des bisounours, je vous le dis tout de suite. Donc, transparence des entreprises à toutes les étapes du vêtement, du champ de coton, quand on parle de coton, parce qu'on en a parlé avant, au magasin. Donc, information sur les produits utilisés, les entreprises intervenantes et les chaînes de sous-traitance. Alors ça, attention, c'est très, très important parce que on pointe du doigt un très gros problème qui s'est passé pour le Rana Plaza, parce qu'au Rana Plaza, en fait, quand le bâtiment de confection textile qui était situé à Dhaka au Bangladesh s'est effondré. Alors, il s'est effondré parce que, en fait, les dirigeants de l'usine avaient déjà fait des inspections. Je crois que c'était même la veille. Ils avaient vu des fissures dans le bâtiment qui avaient été, je crois, étendues. Enfin, il y avait eu il y avait eu des travaux. Enfin, il avait été construit sans permis. Donc,
en mode Wild East, puisque là on est dans l'Est. Et donc, le bâtiment s'est effondré et on s'est rendu compte que dans ce bâtiment étaient confectionnés des vêtements de marques que nous consommons comme Primark, Mango, etc., etc. Donc, gros scandale. Les marques, on a beaucoup de journalistes, d'associations ont demandé à ces marques de rendre des comptes. Et la seule réponse qu'elles ont apportée, c'est « je ne suis pas responsable parce que je ne connais pas cette usine. C'est mon sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant. » Donc, en fait, les marques se cachaient derrière ces différents intermédiaires pour ne pas être responsables et ne pas avoir de compte à rendre. Donc, c'est extrêmement choquant. Parce que nous, consommateurs, on n'est pas au courant. Donc, en fait, je pense que il y a eu un projet de loi, d'ailleurs, juste après le Rana Plaza, pour justement qui est, comment dirais-je, une responsabilité des donneurs d'ordre initiaux en cas de violation à la loi commise par des sous-traitants. Ouais, ça, c'est la loi sur le devoir de vigilance. Exactement. Mais en fait, ça s'applique pas. Alors, elle a quand même abouti. J'en avais discuté avec Naïla Ajaltouni du collectif Éthique sur l'étiquette. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode. Parce que là, on va pas tout redire parce que c'est très long, mais c'est une loi qui est hyper intéressante. Mais je suis d'accord, il faut qu'on aille plus loin sur beaucoup d'aspects. Et surtout, il faut qu'il y ait des obligations, mais il faut aussi qu'il y ait des comptes rendus aux consommateurs. Donc, l'information qui soit rendue aux consommateurs. Et pareil sur la transparence des entreprises. Et puis, encore une fois, ces lois, il y a des critères d'application. Il y en a qui passent à travers les mailles du filet. Parce que, voilà, c'est pour certaines catégories. C'est pas aussi uniforme. Il faut aller plus loin. Mais, en tout cas, entre la démarche, en fait, très bien, moi je trouve que c'est une excellente idée, mais il faut qu'il y ait de la transparence et il faut que, bon alors après les critères sont très subjectifs, tout se joue là-dedans en fait. Donc il faut que ce soit vraiment révélateur de ce qui se fait et pas est-ce que les employés dans mes boutiques en France sont est-ce que je me conforme à la législation française dans mes boutiques, je dis n'importe quoi, mais voilà, il faut vraiment que ce soit réellement abouti et transparent et que ça couvre toute la chaîne. Encore une fois, il faut voir la mise en œuvre. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté, il faudrait que ça vienne du gouvernement pour que ce soit une obligation. Toujours. Parce que c'est vrai que, je sais pas ce que tu penses, par exemple, de l'application Clear Fashion. Oui. Qui note ton vêtement. En fait, tu scannes l'étiquette et tu peux apprendre sur les marques. Moi, je trouve ça génial parce que ça permet d'éduquer le consommateur. Le seul petit bémol, je dirais, c'est que ça vient des marques. C'est-à-dire que c'est les marques qui donnent les informations. C'est autodéclaratif. Exactement. Tout à fait. Et ça, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une limite quelque part? Est-ce qu'il faudrait quand même pas que le gouvernement intervienne sur ça, quoi? Ou alors rendre le truc complètement collectif, à la Wikipédia, participatif, où chacun, un peu comme quel cosmétique pour que choisir, où les gens, si j'ai bien compris, mais peut-être je dis des bêtises, mais en fait, j'imagine plutôt un outil participatif parce que ça traverse le contradictoire. Et je trouve ça plutôt pas mal. En fait, je pense que je réfléchis pas mal à des choses comme ça sur la mode et je me dis vraiment le participatif, ça peut être une bonne piste en fait pour partager de l'information. Je le vois avec ma communauté. Ils ont tellement de meilleures idées que moi. Encore une fois, allez lire les commentaires. Et parce que voilà, pour moi, c'est une force parce que les gens s'interrogent vraiment. Et puis il y a un public pour ça. Je sais pas. Une idée à creuser, le participatif. J'aime bien. Tout à fait. J'aime bien sur la notation. Ouais. Tu vois, des vêtements, même sur la durabilité. Moi, je suis toute seule à le dire. Parfois, j'ai des personnes qui font un retour d'expérience, mais ça serait bien d'avoir aussi. Alors, c'est un peu dur, et puis il faut modérer tout ça, mais l'idée est pas mal, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Sur la durabilité, ça peut être hyper intéressant d'avoir quelque chose de collaboratif et de dire, de faire des moyennes finalement. Ce t-shirt-là, il a tenu X lavage. Il y a des marques d'ailleurs qui le font très bien. Loom le fait très bien. Génial, ça. Ils font des tests de durabilité avant de mettre en. Exactement. Réunis, ils le font aussi. Ils te montrent, la pauvre pièce, elle a subi moult et moult aléas et elle est toujours intacte. Je trouve, et puis ils travaillent énormément là-dessus. Je trouve que c'est plutôt bien parce que ça aussi c'est l'avenir en fait. C'est clair. Et ça c'est plus difficile d'imposer quelque chose politiquement sur la durabilité. Ah mais ça c'est clair. Voilà. C'est clair. Après tout ce qui est collectif est bon à prendre. Je suis d'accord. Et alors, on arrive à une question qui va être un peu le fil rouge de tout ce projet et que je vais poser à tout le monde. Donc, de ton côté, on l'a dit, sur ton compte, tu partages beaucoup de marques, de démarches de mode responsable. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ici les marques qui t'inspirent le plus et nous donner quelques détails sur leur démarche ?
Je pense que je veux dire comme beaucoup de tes invités, choisir c'est renoncer. J'ai pas évident, je me suis même levée cette nuit pour voilà. Enfin, ça a été très compliqué parce que il y a beaucoup de marques, de démarches que j'adore, que je porte et j'en suis convaincue. Donc, il a fallu choisir. Alors, la première marque que je veux mettre en avant s'appelle Perpète. Donc, c'est une marque pour enfants qui est déjà pétillante, rigolote, amusante, non genrée. Donc moi j'ai un garçon et une fille, donc je sais que les pièces que j'achète pour mon premier héron à ma deuxième, donc ça c'est déjà rien que dans la famille ça va durer. C'est une marque qui a été fondée par Nathalie et Sandra au concept génial. En fait, toutes les pièces sont en coton bio GOTS, fabriqué au Portugal. Donc là, on est vraiment... je parlais de mes critères tout à l'heure. On remplit toutes les cases. Et elles sont ultra résistantes parce que pour les enfants, il faut quand même... il faut du costaud. Du très 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 costaud parce que quand je prends des marques conventionnelles, par exemple, les pantalons de mon fils sont toujours déchirés et pas avec Perpète, c'est des matières épaisses avec des tricotages denses. Et donc, c'est non genré, ça va aux filles et aux garçons. Ça, c'est génial, je trouve. C'est sur génial. L'éducation des enfants, ça, c'est top. C'est génial. Franchement, le non genré, pour moi, c'est l'avenir, ça, sur la marque enfant. C'est non genré, mais on s'en rend même pas compte tellement c'est fun, c'est joli. Les enfants sont pas déguisés, ils sont vraiment habillés en enfants, mais voilà, Hortense, c'est super bien fait. Ouais. Et en plus, donc ça se prête, ça se donne, ça se reporte parce que filles, garçons, et puis ça dure. Et puis une fois qu'ils sont plus portés, on les renvoie. Et soit ils sont revendus sur le site en seconde main, aussi ils sont en mauvais état, ils sont recyclés, puis on a un petit bon. Moi, je suis jamais allée jusqu'au bout de l'étape parce que pour le moment, c'est dans la famille. Ça va être transmis du premier au deuxième, et puis après aux cousins, aux copines. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Donc c'est des vêtements qui vivent vraiment et qui durent. Donc là, la durabilité, c'est 10 sur 10. Testé et approuvé. Là, mais voilà. Testé et approuvé. La deuxième marque que je veux mettre en avant, en fait, c'est deux marques qui se sont réunies. Deux marques de lin, parce que j'adore le lin. Donc, c'est Qui Plus Est, qui est une marque de petits hauts pour femmes, et Easton Project, qui est plus une marque pour hommes tournée autour de la chemise. Et donc, Anne-Séverine et Christophe, les fondateurs de ces marques respectives, ont uni leurs forces pour créer des modèles femmes de lin qui sont, tout est fait en Europe. Hein. Alors là, on parlait du lin qui était envoyé en Chine. Là, tout est local, tout est conçu, sur un circuit très court et très transparent. Vous avez toutes les étapes qui sont bien décrites. Et la collection est juste, les derniers modèles sont juste sublimes, c'est des intemporels. Là aussi, je les ai portés, reportés, lavés, machin. Il y a eu, ils ont vécu des épisodes bébés, taches de bébé, machin. Ça tient dans le temps. Et puis, c'est des chemises en lin. Et n'hésitez pas à porter le lin aussi en hiver et pas qu'en été. Donc, deux marques qui s'associent. Ouais, ça, c'est chouette. C'est aussi. Trop bien. Ouais. On parlait du collaboratif. Là, c'est aussi une autre forme de collaboration, mais c'est top. Et puis Anne-Séverine qui vient de l'univers de la femme et Christophe qui a le savoir-faire en chemise, ils ont vraiment uni leur savoir-faire et le résultat est vraiment très très chouette. Donc voilà, ça c'était mon deuxième coup de cœur. Le troisième coup de cœur, j'en ai parlé avant. Ça a été je précise, ça a été très difficile de choisir sur ton troisième coup de cœur. Pour les marques qui ne seraient pas citées, je pense que vous l'avez été, parce que beaucoup de coups de cœur pour Fanny, mais bon, il a fallu en choisir une. Oh, je pourrais les dire après, parce que je les aime tellement. Tu pourras les dire après. Et donc le troisième coup de cœur, troisième et demi, parce qu'il y en a un qui est doublé, c'est Réunis. Qui a été fondé par Adrien et Alice. Donc Adrien du podcast Entreprendre dans la mode et Alice, sa compagne. Alice que vous avez pu entendre sur le podcast d'ailleurs que j'ai interrogé. C'était en plein confinement, mais je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode, mais vous retrouverez Alice. Un très bel épisode où Alice justement révèle des aspects techniques du vêtement, et elle me disait mais moi si je mets pas un vêtement, si je le mets pas, ça marche pas, donc je teste tout. Donc Réunis, le concept, c'est un système de précommande. Donc
qui est de pièces. Donc ça se fait pièce par pièce. Donc on a eu la chemise, on a eu le cardigan, et ces pièces sont imaginées en collaboration avec la communauté de réunis. Donc il y a des questionnaires, on répond qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ils compilent tout ça, ils essaient de mettre leurs pattes, et surtout le sourcing est tellement bien faire. C'est juste un travail de fourmi. Donc du local, du naturel, du GOTS, du tracé. Même la laine, c'est de la laine sans cruauté, tracée. Ils font vraiment au mieux, et ils essaient de tisser, de faire tisser et de faire confectionner au plus local qui soit, par des maisons qui sont qui travaillent souvent avec des maisons de luxe. Donc vous avez un résultat qui est très qualitatif. Vraiment, pour l'avoir porté, reporté, lavé, enfin voilà. Testé, approuvé. Exactement. Donc, c'est des pièces, voilà, one shot, qui parfois reviennent en étant agrémentées, des commentaires justement de la communauté. Donc, c'est quelque chose d'assez collaboratif. J'aime beaucoup. Puis elles sont belles, surtout. Avant tout, elles sont très belles. Elles sont très belles. Donc, beaucoup de transparence, de traçabilité, sourcing irréprochable, et pas de gâchis, à l'instar de Mr. K. Bon, je la cite quand même, qui est une marque aussi qui travaille par la précommande sur des stocks dormants de tissus, donc il n'y a pas de matière gâchée. Pour moi, et puis c'est surtout aussi très très beau. Voilà. C'est vrai. Là, je valide. Donc, très très beau. Et donc en fait, pour moi, c'est l'avenir, ces marques. Zéro gâchis, avec un sourcing extrêmement bien conçu, des pièces qui sont faites pour durer dans une qualité juste qu'on ne connaît plus en fait. Donc voilà, je suis admirative de leur travail, qui est vraiment un travail de fourmi pour toutes ces marques. Mais je valide ce choix, et très belle marque que vous retrouverez d'ailleurs dans une lettre ouverte où on va citer tous ces projets qu'on va compiler pour leur rendre hommage et montrer qu'il est possible de faire autrement et mieux. Mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Alors pour terminer cette interview, je vais te poser quand même la question rituelle de ce podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Alors voilà, je disais que je suis une planète lente, je suis super lente, j'ai toujours pas trouvé de modèle depuis le moment où tu m'as posé la question. En fait, les modèles, c'est le quotidien, moi c'est surtout les femmes en fait, parce que on évolue dans un monde d'hommes, et je vois tellement de femmes qui portent des projets, qui se démènent pour un monde meilleur, qui en même temps ont des enfants ou pas d'enfants, qui travaillent, qui sont engagées, les femmes du quotidien, les femmes qui me suivent aussi, parce que je le disais. Moi, elles m'ont énormément aidée dans ma maternité, avec une gentillesse incroyable, des conseils pratiques. Voilà, c'est toutes ces femmes, et ma maman aussi, ma grand-mère aussi. Je tiens à préciser parce que ma grand-mère, qui est morte à 102 ans il y a très peu de temps, oui, elle est japonaise, et elle n'a jamais pu faire de choix de sa vie. Donc, mariage imposé, elle n'a pas pu faire d'études, elle n'a pas pu avoir ses enfants quand elle voulait. Elle n'a fait zéro choix, et malgré tout, elle a évolué dans le XXe siècle, au début du XXe siècle, avec une grâce et beaucoup d'ouverture d'esprit et une force incroyable pour essayer de survivre dans ce monde de domination masculine patriarcale, pas très 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 patriarcale. Alors, je vous parle de la société japonaise du XXe siècle, donc voilà, c'est anachronique, et heureusement. Et elle était extrêmement fière de ma sœur et de moi, parce qu'on pouvait faire tous ses choix. Elle nous a jamais rien imposé, parce qu'elle a laissé ma mère aussi faire ses choix et ses enfants. Et vraiment, c'est toutes ces femmes de l'invisible c'est elles qui nous portent, et je suis à chaque fois très très émue, parce que c'est elles mes héroïnes du quotidien. C'est de très très beaux modèles et de très belles héroïnes. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Chloé. Merci à Fanny d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son, et à la boutique RP de nous accompagner dans ce projet. N'oubliez pas de partager vos marques de mode responsables préférées sur les réseaux sociaux en taguant @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.